Bienvenue dans cette vidéo, la suite du test du Sony Bravia 8, ce téléviseur OLED en version 65 pouces que j'ai reçu pour test. Première partie de la vidéo que vous pouvez retrouver aussi en description, dans laquelle je vous donnais déjà certaines pistes autour de ce qui s'est passé du côté de chez Sony, dans les choix qui ont été faits pour ce téléviseur-là. On va les aborder ici un petit peu plus en détail avec ces résultats des mesures. Je me suis tout simplement rendu compte que je n'avais pas fait de plateau dans mon salon. Du coup, je vous refais cette petite introduction derrière mon bureau. Allez, on bascule en voix off pour décortiquer ensemble toutes les mesures que j'ai pu faire sur ce téléviseur. Si vous avez vu la première vidéo consacrée au test complet du Bravia 8, vous avez d'ores et déjà quelques informations concernant les choix faits par Sony pour la partie colorimétrie et réglage de son téléviseur OLED. Vous y retrouverez notamment les citations extraites de mes discussions par mail avec les équipes de la marque, que je remercie encore pour l'attention et le soin porté à me fournir des explications notamment concernant les dérives constatées lors des mesures. Et justement, j'y viens à ces mesures, et je ne m'attarderai pas trop sur le mode cinéma en SDR. Je le rappelle, il n'y a pas de mode filmmaker chez Sony, et les choix appliqués ici à ce mode ne permettent pas d'obtenir une colorimétrie, ni même une échelle de gris à la hauteur de mes attentes. Avec quelques réglages manuels du point blanc que voici, j'ai pu obtenir un léger mieux, mais ce n'est pas encore parfait. Sony recommande d'ailleurs l'utilisation du mode professionnel, comme je l'expliquais dans la première vidéo, et si celui-ci est toujours un rien trop bleu, il s'annonce déjà meilleur, ne serait-ce qu'en respectant une luminosité de 110 nits, plus appropriée ici au contenu SDR. Donc comme je le disais, le bleu domine encore un peu à ce stade, et cela fait partie des sujets identifiés lors de nos échanges avec Sony. La température moyenne des couleurs est mesurée à 6483 K, ce qui sur le papier est finalement assez proche des 6500K de référence, et le gamma est lui relevé à 2,2 environ. Sans surprise, compte tenu des précédentes mesures, l'échelle de gris est relevée à 2, ce qui sur le papier, là encore, n'est pas une mauvaise valeur, mais on perçoit assez facilement un mappage difficile de cette échelle de gris. La sonde C6 HDR 5000 a relevé une couverture colorimétrique Rec 709 de 99,2% sur mon exemplaire de test. Là aussi, rien à signaler, il ne s'agit pas ici d'une performance particulière pour du SDR. Enfin, le Delta E 2000 moyen est relevé à 2,4, mais les graphiques affichés à l'écran me laissent clairement sur ma faim. En HDR, le mode cinéma n'est toujours pas au mieux de sa forme, mais j'ai déjà expliqué les raisons de cela que Sony a mis en avant dans nos échanges. Dans les grandes lignes, les équipes ont fait le choix de calibrer cette dalle White OLED avec les limitations techniques qu'elle présente de façon à ce qu'elle soit la plus proche de l'image produite par le moniteur de référence Sony, largement utilisé par l'industrie du cinéma. Toujours en cinéma HDR, les courbes EOTF et luminance sont dans les choux, et les mesures de luminosité nous ramènent à la dure réalité d'une dalle White OLED que je vais qualifier ici de base, encore une fois en opposition aux toutes dernières dalles Meta 2.0 proposées sur les téléviseurs haut de gamme partenaires de LG Display. Et si je n'ai pas pu tester les produits concurrents de notre Bravia 8 ici, à savoir l'OLED C4 ou encore le Samsung S90D, il semblerait que ce produit de chez Sony soit légèrement moins lumineux que ses deux rivaux du côté de chez LG ou Samsung. Lors des mesures utilisant ce pattern blanc qui passe de 1 à 100% à l'écran, on peut relever une luminosité à 1% qui démarre aux alentours des 780 nits pour terminer à 188 nits à 100%. Rien de bien folichon donc, comme d'ailleurs ces 746 nits stabilisés sur un pic à 10%. En mode cinéma HDR, le Delta E 2000 moyen est relevé ici à 1,74, ce qui est très bien sur le papier, mais lorsqu'on s'y intéresse d'un peu plus près, on voit qu'il est néanmoins pénalisé par une échelle de gris qui accuse les plus hautes dérives. La couverture de l'espace colorimétrique DCI-P3 est assurée à 99% environ, mais vous aurez compris que c'est bien à l'intérieur de ces 8 points que la mesure est imparfaite. Faut-il alors préciser que la couverture BT2020 reste inférieure à 75%? Rien de nouveau pour un téléviseur White OLED. C'est à nouveau en mode professionnel que les contenus seront les mieux reproduits, même si la gestion du HDR reste imparfaite.
Les premières mesures permettent de noter un mieux remarquable sur l'équilibre des couleurs et l'échelle de gris. Mais pour les courbes luminance et OTF, on note que le téléviseur a toujours un peu de mal à coller à la courbe de référence. La mesure de luminosité démarre au plus haut, avec 910 nits sur une mire à 1%, mais elle descend aussi plus bas, avec 158 nits seulement à 100%. En revanche, le pic à 10% est supérieur lui aussi, avec près de 830 nits relevés par la sonde. Du côté de la fidélité des couleurs, on peut noter que les résultats sont plus homogènes. Enfin, on est là sur un delta E 2000 moyen de 1,82, ce qui est très bien, et l'échelle de gris semble désormais maîtrisée. La meilleure des fidélités des couleurs revient au mode Dolby Vision, avec un delta E 2000 moyen mesuré à 1,07 et des valeurs de luminosité finalement assez proches de celles du mode cinéma HDR. Dans l'ensemble donc, vous l'aurez compris, ce Sony Bravia 8, testé ici en version 65 pouces, ne restera pas dans ma mémoire comme étant un des téléviseurs parfaitement calibrés. Cela ne m'a pas empêché d'apprécier pour autant une grande variété de films et de séries, tout en sachant toutefois que sur la fidélité des couleurs, eh bien ce Bravia 8 n'y est pas. Ce qui me pose surtout problème à vrai dire, eh bien, c'est qu'au sortir de cette multitude de tests de téléviseurs LCD à rétroéclairage mini LED, dont la puissance n'a rien à voir avec celle de ces dalles White OLED, eh bien qu'il me manquera toujours un peu quelque chose. N'y voyez rien de péjoratif, déjà parce qu'il en faut pour tout le monde, y compris sur du White OLED que je qualifie ici d'une certaine manière de basique, mais pour autant, eh bien j'ai toujours eu l'impression qu'il me manquait quelque chose dans ces scènes un peu sombres, comme une impression d'effet de switch-off, quelque chose d'un dégradé de gris qui n'y était pas franchement. Bref, je vous laisserai vous exprimer sur ce sujet dans les commentaires. Voilà, c'est là-dessus que s'achève cette partie 2 consacrée au test du Sony OLED 65 pouces, donc le fameux Bravia 8. C'est le ticket d'entrée pour accéder à la technologie OLED sur les modèles de 2024 chez le constructeur. Alors je vous affiche à côté de moi justement les points positifs, les plus et les moins, qui figuraient notamment dans la vidéo complète, et vous allez voir que dedans il y a cette partie qualité d'image perçue, parce que la qualité d'image perçue est quand même bel et bien là, avec, comme j'insistais et comme je l'ai rappelé en fin de cette vidéo, résultat des mesures, fin de voix off, eh bien c'est que ce qui me gêne peut-être un petit peu plus, c'est l'absence de progressivité dans les zones sombres de l'image, vraiment dans ces paliers les plus bas, cette échelle de gris. C'est quelque chose où on sait que c'est travaillé avec les dalles Meta 2.0 notamment. On sait que les dalles Meta 2.0, c'est plusieurs choses. C'est les micro-lentilles de deuxième ou de première génération, donc MLA et MLA+, et les algorithmes aussi, donc ces fameux Meta Booster ou Meta Multi Booster, comme on les appelle cette année sur les Meta 2.0. Et dans ces algorithmes, eh bien, on sait qu'il y a aussi une couche qui est dédiée spécifiquement à ces zones sombres, à ces grayscale, à ce Real Depth Enhancer, la profondeur que l'on vient optimiser dans l'image. C'est quelque chose que les téléviseurs LCD mini LED gèrent mieux par leur capacité de progression aussi dans la maîtrise de la diode. Encore une fois, ça va pas être équivalent chez tout le monde en fonction de tous les panneaux LCD, mais pour les meilleurs d'entre tous sur les constructeurs de téléviseurs LCD mini LED, eh bien c'est là qu'on aura des résultats assez impressionnants. À l'inverse, il est vrai qu'on peut avoir des téléviseurs comme un Bravia 8 qui, de par cette capacité à produire des lumières spéculaires, des choses très spotées, très lumineux, etc., on peut aussi avoir une impression de meilleure luminosité en ayant un Bravia 8 versus par exemple un autre téléviseur LCD mini LED qui à un moment donné va nous sembler peut-être un peu plus terne, un peu moins dynamique, etc. parce qu'il y a ce ratio de contraste qui est plus important sur l'OLED. Et à contrario, si vous prenez un petit budget pour faire calibrer votre téléviseur LCD mini LED, eh bien là aussi vous allez grandement optimiser son image. Et c'est là que, j'ai envie de dire, vous avez peut-être l'impression que cette vidéo, elle est plus courte que celle que j'ai pu vous proposer, consacrée à ces résultats des mesures depuis que j'ai décidé de les extraire. Plus courte par exemple que celle consacrée au TCL C89B, plus courte que celle consacrée au LG OLED G4, pour lesquelles j'avais pu, grâce à mon kit Portrait Display G1 et C6 HDR 5000, donc le générateur de mire d'une part et le colorimètre de l'autre, j'avais pu me connecter au téléviseur via la liaison Wi-Fi, accéder directement au 3D LUT, la configuration, et travailler sur le profil d'image, sur un calibrage, et en ressortir quelque chose d'assez saisissant, d'assez remarquable sur les deux télés. Sur le Sony, malheureusement, j'ai pas été convaincu. Il existe ce qu'il faut sur le téléviseur, en l'occurrence l'application Calman for Sony.
j'ai pu me connecter au TV, j'ai pu appliquer certaines choses au SDR, et notamment, vous l'avez vu dans cette vidéo en voix off, que j'ai fait des réglages également manuels grâce à la lecture de la sonde et la correction du point blanc, mais ça marche pour la partie SDR, mais pour le HDR, ça devient tout de suite plus compliqué. Et la procédure automatique, donc autocal par le biais de Kalman, a fonctionné à peu près pour la partie SDR, et pour la partie HDR, j'y suis pas arrivé. Je ne suis pas retombé sur ce que j'aurais voulu, c'est pour ça que j'ai pas voulu justement vous partager de chiffres pour ne pas créer du doute, vous induire dans de l'erreur. J'ai contacté un célèbre calibreur en lui disant bon bah voilà, j'obtiens ce genre de choses, qu'est-ce qui se passe, est-ce que c'est normal? Bon, il m'a lui-même reconnu aussi que c'était un peu difficile du côté de chez Sony, on n'accède pas au 3D LUT. J'ai contacté Portrait Display, je leur ai dit j'ai des difficultés avec ce téléviseur, comment je fais? Donc ils m'ont donné des procédures, ils m'ont dit oui, c'est pas simple, on y travaille encore, parce que en fonction des modèles, à 95, en QD OLED, en fonction du White OLED, etc., il y a des choses qui changent, donc c'est en train de s'améliorer là-dessus, ils sont en train d'y travailler. Le fait de ne pas accéder au 3D LUT, pour moi, ça reste quand même un problème, notamment avec le matériel dont je dispose. Donc on a échangé longuement, Portrait Display, ils sont aux États-Unis, moi je suis en France, 9 heures de décalage. On essayait d'échanger au maximum, mais c'était en pleine nuit, quoi, après 23 heures, minuit, 1 heure, 2, 3 heures du matin. Et j'ai pas réussi à arriver au bout avec quelque chose de satisfaisant. Eux m'ont dit qu'ils arrivaient à obtenir un calibrage. Du coup, on arrive à obtenir des trucs. Ils m'ont partagé quelques captures d'écran. Voilà, j'ai pas voulu aller jusque là parce que pour moi c'est pas reproductible. C'est pas voilà, c'est pas quelque chose que j'ai réussi à reproduire. Donc n'ayant pas pu le faire moi-même, je préfère ne pas vous en parler et pour autant vous dire que c'est sans doute tout à fait possible. Le dernier point que je vais mettre quand même ici en avant, c'est les tarifs. Et bien évidemment que dans ces tarifs, il faut prendre en compte que Sony est un produit premium, que même si le calibrage sur le mode cinéma est très aléatoire, a été assumé par Sony sur quelque chose peut-être qui sort des pures mesures pour aller vers quelque chose de feeling, de perçu, de mettre plutôt ça sur le devant de la scène. On a quand même un mode professionnel qui va bien, on a quand même ce mode Dolby Vision qui va très bien, qui devrait donc correspondre à vos besoins en matière de streaming pour l'essentiel des services, etc. Mais on sait que bah voilà, ça peut y avoir également du HDR10. Bon, ça c'est quand même quelque chose qui fait qu'au ressenti, vous ne devriez pas être trop déçus. Encore une fois, pour ma part, niveau basse lumière, voilà. Tout ça pour vous dire que on a toutes ces informations qu'on prend et qu'on met en opposition aux tarifs. Alors, au moment où j'enregistre cette vidéo, on est en période de Black Week, Black Friday, et donc Sony a baissé ses prix. Peut-être maintenant aussi vous êtes en train de la regarder. Et donc ils ont baissé leur prix. Le souci, c'est que les concurrents en face en ont fait de même. Donc Samsung a baissé le prix de son S90D, LG a baissé le prix de son OLED C4, et ce qui s'est passé, c'est que en fait, Sony s'est mis peu ou prou au prix des Samsung et des LG, mais avant la baisse de prix. Donc du coup, ils sont encore un peu trop chers. Mais peut-être que vous direz, ok, moi je veux du Sony parce que j'ai vu des arguments sur Google TV, les réglages, le traitement du processeur qui est sans doute au-dessus de ce que proposent Samsung et LG. Mais combien de temps ça va tenir et surtout, est-ce que c'est réellement le cas? J'ai pas eu l'occasion d'avoir un LG et un Samsung et un Sony en même temps, ou un LG et un Sony, sauf à l'occasion de ce jury de fin d'année qu'on a fait en fin 2023, où on comparait les 5 téléviseurs OLED. Clairement, le Sony A95L l'a emporté par exemple sur un Panasonic MZ2000, l'a emporté sur un LG OLED G4, mais ne l'a pas, G3 pardon, mais ne l'a pas emporté sur un S95C de chez Samsung. Le Samsung était un petit peu plus polyvalent dans l'ensemble, et surtout sur le traitement, l'écart n'était pas complètement dingue. C'est-à-dire que je pense que même aujourd'hui, si on achète un Samsung qui certes n'est pas Dolby Vision, on ira chez LG pour avoir Dolby Vision et DTS par exemple, tout ça, ça se tient sur des logiques de téléviseurs premium, ça se tient dans un mouchoir de poche. Voilà. Je vais m'arrêter là parce que pour le coup, je voulais vraiment essayer d'un petit peu recentrer tout ce que vous avez peut-être vu dans cette vidéo résultat des mesures. J'espère juste que le message aura été clair, et encore une fois, si vous achetez un Bravia 8, je pense que l'expérience versus un OLED C4, même si les confrères semblent dire qu'il est un peu moins lumineux, l'expérience globale, tant que vous n'avez pas de C4 à côté, et si ça se trouve, ce sera le cas, ça se trouve le C4 n'est pas meilleur, je suis incapable de vous le dire, il y a un C4
qui tourne actuellement pour les tests, et moi je l'ai toujours pas reçu, je sais même pas où il est ce téléviseur. Bref, j'espère que l'année prochaine LG elle mettra un petit peu plus de moyens pour nous livrer ses produits stars, de même que Samsung ne nous a pas livré, enfin ne m'a pas livré de S90D, donc ça c'est vraiment très pénible. Voilà, il me reste plus maintenant qu'à vous inviter à réagir dans l'espace commentaire. Vous retrouverez dans la description comme d'habitude un lien qui vous mènera vers mes différents réseaux sociaux, mais aussi vers notre groupe de discussion Discord si vous souhaitez venir échanger avec nous. Et puis vous retrouverez aussi dans la description des liens d'affiliation, parce qu'encore une fois, si ce téléviseur Sony Bravia 8 vous a intéressé, je vous affiche dans la description des liens qui vous permettront de faire vos achats en ligne. Ça ne vous coûtera pas plus cher, vous pouvez d'ailleurs faire du retrait en magasin si vous le souhaitez, donc ça ne vous coûtera pas plus cher, et moi je toucherai une petite commission, ça vous permettra tout simplement de rétribuer le travail, si le cœur vous en dit. Allez, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo sur la chaîne, ici là, portez-vous bien, ciao.